L'an passé, à Nancy, on s'était quitté sur une conférence de Thierry Burger, du Beta de Strasbourg, qui traitait d'économie de la créativité. Et nous avons aujourd'hui le grand plaisir d'accueillir Thomas Paris, qui travaille sur ce sujet, sur les activités créatives depuis plusieurs années. Alors, l'ouvrage de Nathalie Bonardel est disponible au rayon librairie qui se trouve aujourd'hui à la cafétéria. Et un des ouvrages de Thomas est épuisé, donc en cours de réédition après son grand succès. Thomas, je te laisse la parole. En termes de temps, bon, on prendra sur le temps de repas, hein, je pense qui est prévu de manière assez généreuse, donc on raccourcira ce niveau. Mais bonjour, je vous montrerai des images de cuisiniers, comme ça vous permettra d'attendre le repas. Alors, bonjour, je voudrais commencer par remercier l'organisation et en particulier Claude de m'avoir convié à partager des réflexions devant vous. Alors, je travaille effectivement, alors non pas sur l'économie de la créativité, ça je pourrais y revenir, puisque c'est pas un terme avec lequel je suis très à l'aise, mais sur l'économie de la création. Je m'expliquerai tout à l'heure sur cette distinction. Et donc, l'exercice qui m'a été proposé par Claude est tout à fait intéressant dans la mesure où dans mes travaux, je m'intéresse depuis une quinzaine d'années aux organisations dans les industries de la création. Je préciserai notamment par rapport à ce qu'a présenté Nathalie, la différence qu'il peut y avoir. Cette question de la connaissance a émergé. C'est-à-dire que je ne suis pas un spécialiste de la connaissance, mais elle est apparue de différentes manières. Et je vais essayer de vous en dire deux mots. Alors peut-être avant de commencer, quelques éléments de positionnement par rapport à la présentation de Nathalie. Il y a pas mal de recoupements finalement, notamment dans les termes mobilisés. Il y a quelques différences assez fondamentales, notamment sur la posture. Alors la première, c'est que je ne m'intéresse absolument pas à la dimension cognitive, enfin en tout cas ce qui se passe dans la tête des créateurs. Je n'en ai pas les moyens. Et d'autre part, dans le spectre d'activité qu'a présenté Nathalie, moi je me focalise sur un spectre très très particulier qui est ce qu'on appelle les activités de création. Alors, dans une acception un peu plus étroite que ce qu'a présenté Nathalie, et qui sont la musique, le cinéma, la mode, l'architecture, le parfum, du design, qui est peut-être la zone de recoupement. Et ces activités présentent quelques particularités, notamment par rapport à la présentation précédente. La première étant qu'on reconnaît la notion de talent. Alors j'y reviendrai, c'est-à-dire qu'on considère qu'il y a des gens qui ont des capacités, des aptitudes particulières. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas créatif, à tort ou à raison, hein, mais en tout cas c'est quelque chose qui est ancré dans le fonctionnement de ces secteurs-là. La deuxième caractéristique, c'est assez étrangement, la notion de créativité est assez peu présente dans ces secteurs-là et dans leur fonctionnement. Et on ne parle jamais de créativité, et ce n'est pas un enjeu. C'est-à-dire que la production d'idées dans ces secteurs particuliers-là n'est absolument pas un enjeu. Donc j'essaierai de vous montrer où sont les enjeux de manière un peu plus précise. Alors pour être un... Pardon, peut-être que le son est trop fort, non ? Je vais m'éloigner. Pour être un peu plus précis... Ce qui m'intéresse depuis une quinzaine d'années maintenant, c'est de comprendre cette activité de création. Ces activités de création, au-delà de la vision qu'on peut en avoir, qui est une vision assez largement romantique, hein, c'est-à-dire des talents et des idées, grosso modo. C'est-à-dire des gens un peu particuliers qui dialoguent avec l'au-delà dans une logique d'inspiration, ils attendent que ça vienne. Et toutes les notions de contraintes sont à peu près absentes de cette représentation, c'est-à-dire que le marché, on ne sait pas ce que c'est. Les contraintes financières ou économiques, ils s'assoient dessus. Enfin, c'est pas leur problème. En général, c'est l'image du poète maudit ou de l'écrivain maudit, tout seul dans une chambre de bonne, à écrire en attendant que l'inspiration vienne. Voilà un petit peu d'où on vient. L'image qu'on peut avoir de l'activité de création. Or, quand on analyse les choses un peu plus précisément, on se rend compte que la réalité est assez éloignée de tout ça. C'est-à-dire qu'il y a des organisations, il y a des contraintes évidemment, il y a la prise en compte de ces contraintes par les différents créateurs et intervenants de la création. Il y a des logiques de coopération. Alors ça a été largement montré par Howard Baker. Il y a des conventions, donc un certain nombre de règles auxquelles ces individus doivent se conformer. Et donc on est assez loin de cette image romantique.
Alors, ce que j'essaye d'observer depuis un certain nombre d'années maintenant, c'est de comprendre d'abord les spécificités de cette activité de création dans un environnement organisationnel et économique, quel type de problème ça pose en particulier, et comment on arrive à les résoudre en termes de gestion, en termes d'organisation et en termes d'organisation économique. Et donc c'est vraiment cette dimension, et c'est en ça que mon travail se distingue de celui de Nathalie. Je m'intéresse vraiment à la dimension organisationnelle de la création. Alors dans ce cadre-là, donc pardon, et pour dire deux mots de la manière dont j'aborde ça, j'ai pu étudier depuis une quinzaine d'années maintenant un peu plus d'une centaine de configurations d'organisation, de situations de création dans les secteurs que j'ai cités, avec des degrés d'approfondissement évidemment variables selon les cas. La question de la création, de la connaissance, pardon, saute aux yeux d'une certaine manière. Alors effectivement, la première manière dont elle saute aux yeux, c'est cette notion d'idée. On ne sait pas trop ce que c'est, mais assez rapidement, on se dit qu'il peut y avoir un lien avec la création. La notion de talent aussi que j'ai évoquée, la notion de talent renvoie à une forme d'expertise. Le fait de reconnaître des talents, c'est de reconnaître des experts, des gens qui savent et qui savent faire. Mais au-delà, il y a un certain nombre de termes, de concepts qui, en tout cas dans une première approche, fonctionnent pas mal dans l'univers de la création. La notion d'organisation apprenante, quand on regarde le fonctionnement des organisations dans la création, cette notion fait sens assez facilement. La notion d'open innovation, et là on peut même aller plus loin. Ce qui est devenu une mode aujourd'hui dans la gestion et la gestion d'innovation apparaît finalement comme une réponse qui existe depuis des années, des dizaines d'années, voire depuis l'origine du fonctionnement des secteurs de la création. L'open innovation est leur mode de fonctionnement premier. La notion de communauté de pratique aussi est quelque chose qui spontanément parle assez bien quand on regarde ce qui se passe dans les industries de la création. Néanmoins, la notion de connaissance pose aussi un certain nombre de problèmes, et c'est ça que je vais essayer de regarder, en tout cas pose question, et permet vraiment d'interroger un peu mieux ces activités de création, et notamment leur articulation avec d'autres types d'activités qui sont les activités de conception dans l'innovation en général. Alors pourquoi alors là, une des réponses simples qu'on peut formuler, c'est que dans les activités d'innovation, il y a une logique cumulative de la connaissance. Les activités de conception liées à l'innovation, ce n'est pas le cas dans les activités de création. Et ça, je vais y revenir. Et dernier élément introductif, le constat finalement qu'il existe des organisations dans la création, et même des organisations qui semblent porter une capacité à être performantes dans la création, interpelle, et interpelle notamment sur cette dimension de la connaissance. C'est-à-dire, est-ce que le fait qu'il y ait des organisations tient à cette dimension de la connaissance? Alors, pour essayer d'aller un tout petit peu plus loin, je vais vous raconter une toute petite histoire qui va permettre d'éclairer un petit peu la manière dont se pose la question de la connaissance dans la création. Il y a aujourd'hui 17 ans, un homme, chef d'entreprise, réunit ses équipes, 140 personnes, qui travaillent à l'international, 2 agences, une en Italie, une en France, réunit ses équipes et leur dit « je veux transmettre ». C'est-à-dire j'ai 60 ans aujourd'hui, c'était le jour de ces 60 ans, le jour où je me retire, je voudrais que mon entreprise me survive. C'est assez étonnant. C'est assez étonnant parce que, d'une part, ça ne semble pas une problématique très complexe. C'est d'autant plus étonnant qu'on se rend compte que 17 ans après, l'histoire continue, c'est-à-dire que des personnes très qualifiées ont pris à bras-le-corps le problème et ont essayé de réfléchir au processus de transition. Et aujourd'hui, l'individu en question, je vais vous donner son nom très rapidement, est encore là. Ces équipes ont fait beaucoup de choses pour essayer de préparer la transition. Et ce qu'ils disent aujourd'hui, c'est le jour où il s'en va, on ne sait pas si ça fonctionnera. On est incapable de le dire. Alors cette entreprise, c'est l'entreprise d'un architecte qui s'appelle Renzo Piano, dont vous voyez une réalisation ici, qui est un Pritzker Prize, donc prix Nobel d'architecture. C'est l'architecte de Beaubourg. Et la question que ça soulève, c'est, il a monté une entreprise il y a à peu près au moment de Beaubourg, donc il y a quand même un certain nombre d'années, avec des équipes assez pérennes, donc des gens qui ont travaillé avec lui, des gens compétents, donc
pour lesquels la question de la créativité se pose pas notamment, enfin c'est des architectes plutôt de haut niveau, donc qui ont fonctionné pendant un certain nombre d'années dans une logique d'osmose, donc les notions de communauté de pratique ont pu fonctionner à plein, s'il y a des savoirs tacites, normalement ils ont pu se transmettre, et la question qui se pose, c'est une fois que Renzo Piano ne sera plus là, est-ce que l'entreprise pourra continuer à vivre? C'est-à-dire pendant ces 40 années, qu'est-ce qu'on a construit? Et c'est vraiment la question qui se pose. Et donc c'est la question de la connaissance qui se manifeste de manière extrêmement importante dans ces activités de la création. C'est-à-dire au-delà du talent, qu'est-ce qui reste? Quand Renzo Piano n'est pas là, qu'est-ce qu'il a transmis? Qu'est-ce qui a été installé dans les gènes de l'organisation? Alors, je pourrais vous apporter la réponse que je donne moi à cette situation. Alors, il y en a d'autres, hein, on en rencontre beaucoup d'autres dans les industries de la création. La problématique de la transmission est une problématique fondamentale. J'essaierai d'apporter mon point de vue en fin de présentation, mais avant, ce que je vous propose, c'est de faire ma présentation en 3 temps. D'abord, la création, c'est-à-dire essayer de vous donner des éléments sur la création telle que je la vois, encore une fois dans une perspective un peu différente de ce qu'a fait Nathalie, hein, dans sa dimension organisée et sociale, et non pas dans sa dimension cognitive. Deuxièmement, j'essaierai d'interroger un peu cette interaction entre création et connaissance. Et enfin, je donnerai quelques éléments sur la gestion des connaissances dans ces secteurs de la création. Alors, pour introduire mon propos sur la création et aller un petit peu plus loin dans cette introduction de la notion de connaissance dans la création, je voudrais laisser la parole à quelques créateurs pour montrer en quoi la notion pose question. Alors, donc Romain Bouteille, vous connaissez sans doute tous, ça a été le fondateur du Café de la Gare, donc qui a été une aventure assez extraordinaire pendant une quinzaine d'années. Et ce que dit Romain Bouteille, c'est on a pris le parti de prendre à peu près à rebours toutes les règles du fonctionnement du théâtre. C'est-à-dire tout ce qui se faisait, on faisait différemment. C'est-à-dire que la logique qui a présidé à la construction du Café de la Gare, ça a été une logique dans laquelle on fait table rase. Tout ce qu'on a pu apprendre dans le théâtre pendant des années, des siècles, on oublie et on fait autre chose. Et donc ça a relativement bien fonctionné, hein, puisque le Café de la Gare a été une grande réussite, jusqu'au fait même de dire on va même pas prendre des acteurs, on va prendre des gens qui n'ont jamais joué, qui n'ont jamais appris à jouer. Donc, premier élément qui montre vraiment le statut un peu particulier, un peu étrange de la création. Alors lui, c'est Alain Passard, là aussi vous devez sans doute connaître. Donc c'est un chef 3 étoiles à Paris qui a eu un parcours assez original. Donc son parcours, ça a été le parcours classique d'un chef jusqu'à un certain moment, c'est-à-dire une formation assez pointue, assez importante, par le compagnonnage notamment, hein, et une formation très axée sur la rôtisserie. C'est ce qu'on apprend principalement dans le monde de la cuisine aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on apprend le feu, l'art du feu. Et lui se définit comme un expert de l'art du feu et un expert de la cuisson des viandes. Et un jour, pour un certain nombre de raisons, alors lui qui l'explique en disant j'ai eu une panne d'inspiration, j'ai eu un blanc, j'ai eu envie d'autre chose, j'ai eu envie de tourner la page. Et cet homme a décidé de s'intéresser aux légumes, le parent pauvre de la cuisine, avec cette espèce de pari un peu fou qui est de dire voilà, j'ai appris plein de choses dans la cuisine, et tout ce que j'ai appris j'oublie parce que je vais aller travailler sur un produit que je ne connais pas, et d'ailleurs que personne ne connaît. Et avec le succès qu'on connaît, que vous connaissez certainement, puisqu'il a conservé ses 3 étoiles, aujourd'hui un restaurant qui marche très très bien, et un des porte-paroles de la cuisine légumière telle qu'il la présente. Donc là encore, la notion de connaissance pose question, puisqu'il apprend beaucoup de choses, et il arrive à se construire une expertise à partir de là, et il tourne le dos à son expertise pour partir sur autre chose, et malgré ça, ça fonctionne. Alors, troisième réflexion verbatim qui me paraît assez intéressante pour comprendre le statut de la connaissance, c'est Jean-Claude Héléna, qui est un grand parfumeur, le parfumeur exclusif d'Hermès aujourd'hui. Et quand on discute avec lui, il dit une chose assez étonnante. Il ne dit pas « je sais ce qui va plaire ». Il dit « j'ai eu, pendant toute ma carrière, la chance que mes propositions fonctionnent ».
Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'en matière de création, et c'est quelque chose qui est à peu près admis par l'ensemble des acteurs qui évoluent dans ces milieux-là, le futur n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de demande. Cette notion de demande est une absurdité. Il n'y a pas de demande. Le futur est construit sur la base de propositions qui sont faites par un certain nombre d'acteurs. Donc les acteurs ne savent pas. Donc la notion de connaissance, en l'occurrence sur le marché, est une notion qui ne fonctionne pas bien. Alors continuons avec cet homme, Paul Andreu. C'est peut-être lui qui a fait votre gare TGV d'ailleurs. Donc c'était pendant des années l'architecte, pas votre gare, votre aéroport. C'était pendant des années l'architecte d'Air France, d'aéroport de Paris, et qui ensuite est allé faire d'autres choses, notamment l'Opéra de Pékin. Et Paul Andreu explique le processus de création. C'est un processus qui se nourrit d'expertise extrêmement pointue. J'ai besoin d'experts pour l'opéra, j'ai besoin d'experts d'opéra, j'ai besoin d'experts des fluides, j'ai besoin d'experts de l'acoustique, etc., etc. Néanmoins, le créateur, c'est-à-dire moi, je suis un tyran. C'est-à-dire que je me nourris de leur expertise, de leur connaissance, mais la seule personne qui décide, c'est moi. Et il n'y a surtout pas de commission. Le créateur est un tyran. Et c'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement dans les interventions des créateurs ou dans les échanges avec les créateurs. Moi, j'ai pu discuter ou échanger avec des créateurs dans beaucoup de situations. Sur toutes les situations, je n'ai rencontré que 2 cas de figure dans lesquels on a vraiment un processus collectif. C'est-à-dire que c'est des processus extrêmement collectifs, comme je vais vous le montrer, mais dans lequel il y a une figure qui dépasse. C'est-à-dire que la notion de talent, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, dans le fonctionnement de ces industries est extrêmement prégnante. Alors, dernière citation, et celle-là a un statut particulier. Alors ça, c'est pas quelqu'un que j'ai rencontré, mais elle est importante parce que tous les gens qui travaillent aujourd'hui sur les industries de la création ont ce principe en tête, le Nobody Knows Principle de Richard Cave, qui consiste à dire une des particularités de l'activité de création, c'est Nobody knows, on ne sait pas. Et Richard Cave, qui est un économiste américain, a emprunté ça à William Goldman, qui lui est un acteur de la création puisque c'était un scénariste hollywoodien qui a fait une carrière assez brillante à Hollywood. Il a obtenu 2 Oscars notamment. Et à la fin de sa carrière, il s'est retourné sur sa vie et il a écrit un livre. Et dans son livre, il constate la chose suivante. Dans tout mon parcours, j'ai rencontré des gens extrêmement compétents. Vraiment des gens qui étaient capables de réciter sur le bout des doigts ce que tel film, sur tel territoire, sur tel sujet, avec tel acteur, avait fait comme audience. Et à partir de là, il cherchait à extrapoler. Et ça ne marchait jamais. Pourquoi? Parce que nobody knows anything. Voilà la conclusion que cet homme tire après 40 ans de carrière à Hollywood, c'est qu'on ne sait rien. Simplement, on ne sait rien. Donc là encore, la question de la connaissance dans ces industries, dans ces secteurs, pose question. Alors, qu'est-ce que nous disent ces quelques citations? D'abord, que la connaissance a un statut ambigu, parce que comme je l'ai introduit, on sent qu'elle est omniprésente, mais néanmoins, ces citations montrent qu'elle est omniprésente, mais sous des configurations un peu particulières. Deuxièmement, se pose des questions sur la nature des connaissances, donc connaissance tacite versus connaissance explicite, comme le montre le cas de Renzo Piano notamment, mais plus encore, il y a peut-être une notion je ne sais pas si c'est une notion qui fonctionne dans la gestion des connaissances, mais on voit bien qu'il y a une notion de connaissance idiosyncratique, ou très très personnelle ou subjective, par rapport à des connaissances qui seront plus universelles. Et c'est Paul Andreu qui dit, c'est moi qui sais finalement. Vous me nourrissez, mais au final, c'est moi qui décide ce qu'est l'œuvre. Et troisième conclusion qu'on peut tirer de ces citations, c'est que la connaissance recoupe des domaines radicalement différents. C'est-à-dire qu'il y a des connaissances sur le marché futur, il y a des conventions auxquelles doivent se conformer ou pas les acteurs, comme Romain Bouteille décide de ne pas s'y conformer, des connaissances sur des matériaux, des connaissances sur des techniques, donc des connaissances sur des objets assez différents. Alors si on essaye d'avoir une perspective un peu plus précise sur ce qu'est la création, donc au-delà de cette vision un petit peu caricaturale de les talents et les idées, on se rend compte que ces notions de talent et d'idées interviennent dans un environnement assez complexe dans lequel ils doivent composer avec différents niveaux de réalité. Alors le premier, c'est, ils ne sont pas hiérarchisés d'ailleurs, mais
c'est les conventions, encore une fois. Il faut en tenir compte, c'est-à-dire que, encore une fois, Howard Baker a montré que la page n'est jamais blanche. On a aussi l'idée, quand on parle de création, de la page blanche. Le problème est plutôt, quand on est sur des logiques de gestion de la création, que la page n'est jamais suffisamment blanche. Quand vous demandez à des designers automobiles, donc assez pointus, des gens qui dessinent des concept cars, donc qui ont une capacité, comme l'a montré Nathalie, les designers ont cette capacité à faire abstraction de toutes les conventions qui peuvent exister, et donc à être beaucoup plus créatifs que d'autres. Vous regardez ce que produisent les designers automobiles dans les concept cars. Donc le concept car est un jeu un peu particulier, c'est un jeu dans lequel on leur dit en plus, non seulement vous êtes des designers, donc vous devez faire acte de créativité, mais en plus, sur les concept cars, oubliez toutes les contraintes techniques. Amusez-vous, faites le véhicule de vos rêves. Et quand vous regardez les concept cars qui sont produits, tous ont par exemple 4 roues identiques. 2 roues à l'avant, 2 roues à l'arrière, les 4 sont identiques. Pourquoi ? Quand on analyse les choses, c'est pas une problématique de performance. Les véhicules les plus performants sont les véhicules de Formule 1, qui ont des roues énormes à l'arrière et des petites roues devant. Et quand on creuse un peu, on se rend compte que c'était une contrainte à un moment donné, c'est que les pneus pouvaient crever. Et comme les pneus pouvaient crever, il fallait avoir une roue de secours. Et c'était mieux d'en avoir une que 2, ça prenait moins de place. Et donc c'est pour ça qu'on a conçu des véhicules avec 4 roues identiques. Cette contrainte aujourd'hui n'existe plus. C'est-à-dire qu'on sait faire des véhicules qui roulent à plat pendant 200 km. Il y a des systèmes qui le permettent. Néanmoins, cette espèce de norme ou convention, je ne sais pas vraiment comment l'appeler, reste inscrite dans les têtes des designers, donc même des gens qui ont une capacité à faire abstraction des contraintes. Donc cette notion de convention est omniprésente. Quand on commence sur un projet de création dans n'importe quel secteur, on est baigné dans cet univers de convention. Le deuxième élément important qui vient enrichir un peu cette dualité de talent-idée, c'est la matérialité. Quand je disais l'enjeu, c'est pas de produire des idées dans la création, c'est vrai. C'est-à-dire que quand vous regardez le fonctionnement du studio Pixar, des idées, ils en produisent à l'appel. Et c'est pas ça le problème. Et la valeur de l'idée, on ne sait pas vraiment la définir. L'enjeu, c'est de transformer cette idée en un dessin animé qui fonctionnera. Et l'enjeu est là, et absolument pas dans la production d'idées. Pixar a une particularité, c'est qu'ils salarient leurs talents, donc ils embauchent les meilleurs animateurs, les meilleurs scénaristes. Ils les salarient pour les garder vraiment à la maison. Ils les permettent de travailler, de développer des projets. Et ces scénaristes proposent en permanence leurs idées aux organes de décision de l'entreprise et en permanence voient leurs idées rejetées. Donc l'enjeu de produire des idées n'est pas un enjeu. L'enjeu, ce sera plutôt de les sélectionner, et les accompagner et de faire en sorte que les idées soient préservées. D'ailleurs, c'est une des particularités de l'économie de la création en général, c'est qu'on est dans une logique de production d'abondance. Abondance d'idées, d'abondance de propositions, abondance de talents, et abondance au sein même des projets. Tous les projets, mais j'y reviendrai, sont nourris en permanence par des idées, des sous-idées, des sous-idées, des sous-idées. Donc on est plutôt sur une logique de faire le tri plutôt que de produire des idées supplémentaires. Troisième... donc voilà, donc c'est cette notion de matérialité, c'est-à-dire que l'idée qu'on peut avoir, il va falloir la confronter avec la réalité, avec la malléabilité du matériau qu'on a à sa disposition. Donc quand c'est de l'animation, ça va être les capacités technologiques que fournissent les ordinateurs aujourd'hui et les logiciels de traitement d'image. Quand c'est de la sculpture, ce sera la malléabilité du matériau qu'on a à sa disposition. Troisième élément qui rentre en ligne de compte, c'est l'organisation, la division du travail. C'est-à-dire qu'une des particularités de nombre de ces activités de création, c'est qu'elles ne se conçoivent pas seules. Un architecte a besoin, pour des raisons de traitement de complexité notamment, de travailler avec d'autres. Et donc là, l'enjeu, ça va être que cette idée initiale soit partagée. Alors, on verra ensuite qu'elle sera enrichie, qu'elle évoluera, mais qu'elle soit partagée. Donc l'enjeu, c'est de faire passer le projet, l'idée, au filtre des différents organes de décision de l'entreprise et puis de la division du travail, faire en sorte que petit à petit les gens s'approprient. Il faut déjà qu'elle soit acceptée et ensuite que les gens s'approprient. Une des différences entre le mode de fonctionnement de Pixar et le mode de fonctionnement de Walt Disney est assez intéressante à observer puisque c'est quand même deux entreprises qui fonctionnent avec les mêmes talents,
donc les individus qui sont formés dans les mêmes universités, donc qui ont les mêmes compétences. Parfois, c'est même des gens de chez Walt Disney qui allaient chez Pixar. Et une entreprise, Pixar, pendant des années, a réussi à faire des films qui ont eu un succès critique et public, quand l'autre n'a plus jamais rien fait depuis 1994 et Le Roi Lion. Donc la question ici de l'organisation se pose vraiment. Et quand on regarde le fonctionnement de Pixar par rapport à Walt Disney, c'est que chez Walt Disney, il y avait 7 niveaux hiérarchiques. C'est-à-dire que quand vous avez une bonne idée et que vous la soumettez, il faut qu'elle passe 7 niveaux hiérarchiques avec à chaque fois des comités, avec des individus différents qui ont des points de vue différents, pour que l'idée soit validée. Au final, si l'idée était un tant soit peu originale, il y a des chances qu'elle n'arrive pas complètement en haut. Donc cette notion d'organisation est aussi un filtre important qui va être un enjeu pour faire en sorte que ces idées de départ qu'on a puissent être transformées en production qui fonctionne. Et puis, évidemment, le dernier élément, c'est cette notion de marché. Et là, je l'ai évoqué à partir de l'exemple de Jean-Claude Héléna. On met un certain nombre de propositions sur le marché. Il y a un certain nombre d'intervenants qui contribueront à construire la valeur, des prescripteurs, les gens qui sont dans la distribution, les critiques, contribueront à dire oui, ce produit-là est intéressant ou non, ce produit-là n'est pas intéressant. Mais au final, nobody knows, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment ce qui va marcher. Et ce qui fait que dans tous ces secteurs, il n'y a pas de martingale. Même les créateurs les plus réputés sont dans une logique d'échec en permanence. Et donc ça c'est un point aussi à prendre en considération. Alors, pour être un peu plus précis, alors ça c'est une petite représentation, je ne parlerai pas de modèle, mais une petite représentation qui synthétise un certain nombre de constats qu'on peut faire sur l'observation du fonctionnement des industries de la création. Alors, on retrouve évidemment les 5 ou 6 ou 4 étapes classiques des processus de création. On retrouve aussi cette spirale qu'on retrouve aussi dans les dynamiques d'innovation. Bon, c'est des choses qui sont assez qui sont communes à ces différents secteurs. Mais ce que j'ai essayé de représenter ici, c'est plusieurs choses. D'abord, cette logique d'interaction entre deux univers, l'univers des idées. Il y a des individus qui ont des idées, et là on est vraiment dans l'univers conceptuel, avec l'univers de la réalité. Et le processus de création dans ces secteurs-là, c'est vraiment un processus d'aller-retour, et vraiment d'aller-retour très très itératif, entre ces deux univers. On teste les idées, alors Nathalie, je pense, l'a illustré avec un certain nombre d'artefacts, enfin les sculptures, les modèles, les dessins, etc., ça font partie de ces éléments d'interaction et d'itération entre ces deux univers. Mais ça, c'est un élément qui est très très important dans le constat, dans l'observation du fonctionnement des processus de création dans ces secteurs. Le deuxième élément, c'est cette logique d'abondance que j'ai évoquée, abondance des idées en amont, abondance des propositions au sein même du processus. Et donc, on est sur un processus que les gens du design appelleraient un processus de divergence-convergence. Donc, on ouvre très très largement les vannes pour les refermer, et on les ouvre et on les referme, on les ouvre, on les referme, de manière progressive. Et le dernier élément, c'est ces différentes étapes qui sont importantes à comprendre pour comprendre comment cette notion de talent individuel s'articule avec cette notion extrêmement collective ou cette dimension extrêmement collective de ces secteurs. Et ces étapes, j'en identifie 4 ou 5. Il y en a un qui a un statut un peu particulier. Donc là, d'abord, c'est la notion d'inspiration, donc qui renvoie plutôt aux phases qu'observe Nathalie. Donc, c'est les processus qui font qu'on arrive à nourrir les processus d'idées en amont ou au cœur même du processus. Et là, ce qu'on constate, c'est que dans tous ces secteurs, ce sont des processus extrêmement organisés. Donc ça passe par des voyages, ça passe par des rencontres. Au design de Renault, par exemple, le constat que faisait l'ancien directeur du design de Renault, c'était qu'il avait 120 designers qui passaient leur temps à dessiner des véhicules. Et son enjeu, c'était de se dire, ces gens qui ne font que penser véhicule, dessiner véhicule, il faut leur ouvrir l'esprit. Et donc, pour leur ouvrir l'esprit, qu'est-ce qu'on fait ? On va les faire travailler sur un partenariat, par exemple, avec l'univers du bateau, sur la planche de bord notamment, pour faire en sorte qu'ils sortent un petit peu de leur manière de penser et qu'ils se nourrissent de manières de penser issues d'autres domaines. Et ça, c'est des dispositifs qui sont présents dans tous les secteurs de la création, y compris, l'exemple de Pixar tout à l'heure est assez intéressant, puisque Pixar était sur une dynamique extrêmement positive.
Ils enchaînaient les succès, c'était au moment des Indestructibles, donc leur 5e ou 6e film, et tous les films avaient un succès largement plus important que le précédent. Et sur les Indestructibles, ils ont fait le choix d'aller chercher un réalisateur d'un monde extérieur, le monde de la 2D, donc les gens qui font des dessins à la main, en disant on va pas prendre le risque de se scléroser et de s'enfermer dans nos façons de voir, dans nos façons de penser, dans nos routines, et on va amener du sang neuf, donc des gens qui ont des visions un petit peu différentes, et en faisant le pari que ça va dynamiser un petit peu l'entreprise. Et donc c'est ce qui s'est passé. Et ce type de dispositif est extrêmement présent dans les secteurs de la création, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, enfin, cette notion d'open innovation fonctionne très très bien avec les secteurs de la création, parce qu'ils ont cette logique d'ouverture extrêmement importante. Deuxième élément, le cadrage. Alors le cadrage, c'est ce que certains secteurs, comme l'a rappelé Nathalie, appellent le brief. Donc c'est évidemment quelque chose de très présent. Donc ça peut être le brief que vous soumet un client, mais ici c'est beaucoup plus le cadrage qui va permettre à l'ensemble des équipes de travailler ensemble. Un exemple de brief, alors d'idée, la notion d'idée est quelque chose d'extrêmement flou et vague. Que Jean Nouvel travaillait l'architecte Jean Nouvel travaillait sur un bâtiment, et Jean Nouvel comme Renzo Piano sont des architectes qui travaillent sur 60 projets de par le monde en même temps. Donc évidemment, ils ne peuvent pas être partout, donc évidemment, ils ont besoin de s'appuyer sur des équipes. Et donc, ils sont l'un comme l'autre extrêmement présents sur ces phases initiales, et sur ce bâtiment-là, le brief que donnait Jean Nouvel, c'était « Travaillez-moi sur la continuité ». C'est-à-dire qu'il y avait deux bâtiments, un vide entre les deux sur lesquels il fallait construire un bâtiment, et le brief, c'était à peu près ça. Travaillez-moi sur la continuité. Bon, c'était un tout petit peu plus précis, mais voilà le type de cadrage qu'on peut avoir. Et évidemment, la notion dont les cadrages sont formalisés, va être très très importante sur le processus de création, puisque ça va donner lieu à des contraintes qui seront parfois trop restrictives ou parfois pas assez. Dans l'univers de la parfumerie, les nez, aujourd'hui, se plaignent de ce que les briefs sont toujours les mêmes. Faites-moi un parfum pour une jeune femme dynamique, urbaine, etc., etc. Et donc, ce que disent les nez, c'est qu'ils sont incapables de créer à partir de ces briefs-là. Ce n'est pas du tout une incitation à la créativité. Troisième élément, c'est les mises en forme. Et là, je parle volontairement au pluriel, parce qu'on observe dans tous ces secteurs l'intervention d'un certain nombre d'objets intermédiaires ou d'artefacts, des mots, des images, des dessins, des maquettes, toujours dans une logique, on essaie d'aller un peu plus loin dans la réalisation de l'idée. Et ces différents types de mise en forme ont plusieurs fonctions. D'une part, aider la construction collective d'une vision de ce qu'on est en train de faire, parce que le réalisateur de Ratatouille, quand il propose son projet aux 400 personnes qui vont travailler avec lui a une vision de ce qu'il veut faire. Comment l'exprimer par des mots, c'est absolument pas évident. Comment dire aux gens ce qu'ils doivent faire, c'est absolument pas évident. Donc, là, on utilise aussi beaucoup d'artefacts, d'images, voire d'analogies. Je pense à un brief dans le jeu vidéo où le producteur disait « Travaillez-moi sur des univers à la Jules Verne avec des cuivres et des fumées ». Voilà un type de brief. Et l'idée, c'est petit à petit de se forger une représentation partagée pour que tous les gens qui sont impliqués dans le projet et qui vont avoir un réel rôle sur le processus de création tirent dans le même sens. Donc ça, c'est la première fonction de ces objets intermédiaires. Et la deuxième fonction, c'est évidemment de réduire le risque. Quand vous êtes sur un projet de design d'un nouveau véhicule automobile, on ne passe pas directement du brief à la maquette à l'échelle 1. On est obligé de scander le processus pour essayer de limiter le risque et de valider un certain nombre d'étapes. Donc c'est les deux fonctions de ces différents objets intermédiaires qui sont extrêmement présents et dans tous ces secteurs. Et au point que chez Pixar, c'est assez étonnant, mais on réalise complètement le film en 2D, donc animation traditionnelle, avant de le faire en 3D. Quatrième grande phase ou étape, c'est la validation. Et celle-là, elle est fondamentale, puisque la validation, c'est à la fois le oui-non, et c'est à la fois le fait de prendre ou de ne pas prendre les idées, de trier les idées parmi celles qui sont proposées. Donc c'est l'étape de définition de la valeur de l'idée ou de l'évaluation de l'idée, et c'est la prérogative de ceux qu'on appelle les créateurs dans ces secteurs-là. C'est-à-dire que ce que fait le créateur à minima, c'est ça. C'est oui, non, oui, non. Petite histoire pour illustrer ça. Si j'ai encore le temps, oui, j'ai encore le temps. Une autre entreprise de gastronomie qui s'appelle Bernard Loiseau a vécu un drame il y a un certain nombre d'années, une dizaine d'années maintenant,
Et le drame, c'est que le créateur, le chef, s'est donné la mort. Et le créateur était non seulement la personne qui était très présente dans le processus de création, mais c'était aussi le chef d'entreprise, le manager, le communicant. Bon, ce qui a mis l'entreprise dans une situation un peu périlleuse. Et un des choix qui a été fait, c'est de confier sa succession à son second. Donc quelqu'un qui travaillait avec lui depuis 20 ans. Donc cuisine, c'est pas un endroit très important. Il n'y a pas une organisation très hiérarchisée. Enfin, donc là, le fonctionnement entre le chef et son second pendant 20 ans, tout ce qui relève du savoir tacite, on peut supposer que ça a été transmis. Et ce chef-là était vraiment considéré comme maîtriser parfaitement la grammaire de Bernard Loiseau, les techniques de Bernard Loiseau. Il avait proposé des plats qui étaient à la carte, et certains disaient même de lui, il fait du Bernard Loiseau mieux que Bernard Loiseau. Et pourtant, quand on a proposé à ce chef de reprendre les rênes de la maison, de la création, sa crainte, ça a été, est-ce que mon palais sera à la hauteur d'un 3 étoiles ? C'est-à-dire que finalement, quand on regarde ce que faisait cet homme, il intervenait vraiment sur toutes les étapes du processus de création, sauf une, la validation. C'est moi qui m'engage personnellement pour dire ce plat va à la carte. Et c'est cette validation qui fait le créateur, en tout cas dans ces secteurs-là. Alors, j'ai fait figurer un 5e terme au milieu, c'est le terme de recherche au pluriel, parce que ça traduit le fait qu'on n'est absolument pas sur un processus linéaire où on a d'abord l'inspiration, puis le cadrage, puis les mises en forme, puis la validation, mais on est sur ce processus itératif avec à chaque fois des sous-étapes dans lesquelles on revient sur un cadrage, on revient sur des mises en forme, sur chacune des sous-parties du projet. Donc c'est un processus extrêmement itératif, ce que traduit ce terme-là. Alors, pour essayer d'analyser la question de la connaissance dans ces processus-là, en fait, il faut essayer de se représenter la création dans ces différents éléments. Et la création dans ces différents éléments, donc c'est une notion de négociation. Le terme de conversation qui a été utilisé par d'autres collègues fonctionne bien aussi, avec des réalités. Et donc la conversation, c'est la conversation que va faire le créateur, celui qu'on considère comme étant le créateur, avec trois degrés de réalité, 3 niveaux de réalité, que sont la réalité matérielle, la réalité organisationnelle et la réalité du marché. Pour être tout à fait complet, quand on analyse finalement ce qu'est un créateur, c'est deux éléments ou 3 éléments. Enfin, 2 éléments, c'est d'une part une intelligence, et là, je pense que ça renvoie un petit peu aux travaux de Nathalie, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui fait des liens assez rapidement, assez facilement, avec des univers parfois très déconnectés. C'est une sensibilité aussi. Alors, l'intelligence, c'est quoi ? Ça renvoie à des connaissances qui peuvent être objectives. Donc, c'est tout l'apprentissage que peuvent avoir un certain nombre de créateurs. Un parfumeur, par exemple, a une formation qui dure 7 ans. 7 ans pour connaître, maîtriser l'ensemble des odeurs qu'il y a dans la nature, odeurs synthétiques ou odeurs naturelles, pour acquérir la classification de ces odeurs-là aussi, pour acquérir aussi une compréhension de comment elles fonctionnent. Une architecture d'un parfum, c'est 3 notes, note de tête, note de cœur et note de queue, pour comprendre sur chacune de ces matières premières comment elles s'expriment le mieux, etc., etc. Donc c'est un apprentissage extrêmement lourd. Donc ça relève de connaissances partagées, formalisées, transmises, etc. Et la sensibilité, c'est l'idée qu'à partir de ça, ce créateur va se forger sa propre grille de lecture, ses propres correspondances, sa propre grammaire, ses propres catégorisations. Donc, l'exemple de Jean-Claude Héléna que j'ai cité tout à l'heure est assez intéressant puisqu'il explique très bien comment on lui a inculqué un certain nombre de connaissances dans une architecture un peu formalisée, et comment lui a reconstruit une autre architecture et a reconfiguré les connaissances qu'il avait pour en faire sa grammaire, son expression. Et des 10 000 ou 15 000 odeurs qu'on lui a enseignées, il en retient aujourd'hui 200 pour créer ces différents parfums, et il en retient 200 avec des règles d'assemblage et de fonctionnement qui sont les siennes, et notamment le fait que
par rapport à d'autres parfumeurs, une formule pour lui, c'est une vingtaine ou une quarantaine de molécules contre 200, 300 pour d'autres parfumeurs. Donc une palette d'expression très très particulière. Et donc ça c'est très important parce qu'on voit apparaître ici, en toile de fond, la problématique de Renzo Piano, hein, c'est qu'on voit bien qu'il y a une partie qui n'est pas transmissible. Enfin, c'est sa sensibilité, c'est Jean-Claude Ellena ou c'est Renzo Piano qui s'exprime, donc avec sa sensibilité telle qu'elle a été construite par son parcours, et qui s'articule avec une logique de connaissance un peu plus objective. Le point de départ de la création, c'est la notion d'idée, mais moi je préfère la notion de désir, qui est beaucoup plus présente dans ces secteurs-là, c'est-à-dire c'est un désir d'expression. C'est j'ai envie d'exprimer quelque chose. Et donc qui articule à la fois ces connaissances, cette intelligence et cette sensibilité. Et ce désir d'expression, il va se coltiner les 3 niveaux de réalité que j'ai évoqués. Alors, pour les prendre les uns après les autres, la dimension matérielle. Là, ce qu'on observe dans les secteurs de la création, c'est que la logique d'apprentissage est extrêmement présente, et c'est même un apprentissage permanent. Peut-être ce qui caractérise les secteurs de la création et les créateurs, c'est ça, c'est cette volonté d'apprendre toujours plus en permanence. Donc, ce qui se traduit par le fait que un chef, par exemple, va parcourir le monde en permanence pour découvrir des nouvelles saveurs, pour découvrir des nouvelles techniques, qu'un autre va décider de travailler pendant quelque temps avec un sommelier, là encore pour se nourrir, vraiment dans cette logique-là, qu'un autre chef, et c'est des cas réels, décide de travailler de manière très très approfondie avec un maître de thé, donc un spécialiste des thés, et là encore dans une logique d'apprentissage. Ils sont dans une logique aussi d'apprentissage qui peut être organisée par l'entreprise à laquelle ils appartiennent ou par eux-mêmes, hein, dès lors qu'un nouveau matériau apparaît. Quand la cuisson à la plancha ou à l'azote liquide apparaissent, des chefs se saisissent de ça et puis vont expérimenter. Donc on est vraiment sur des logiques d'expérimentation, d'apprentissage, et pour eux l'enjeu finalement c'est d'élargir en permanence leur palette d'expression. Dans un certain nombre d'organisations, ces choses-là sont organisées. Alors je vous invite cet après-midi, David avec qui je travaille et qui travaille sur le sujet de la formation dans la création, va présenter 2 communications, l'une sur Ubisoft, l'autre sur l'Académie équestre de Bartabas. Chez Ubisoft, cette articulation entre l'évolution des technologies et la création est extrêmement structurée. C'est-à-dire que dès lors que les nouvelles consoles arrivent, il y a des équipes chez Ubisoft qui s'en saisissent, qui les démontent, qui les désossent, qui essayent de comprendre ce qu'il y a dedans, pour voir quelles sont les nouvelles possibilités qu'elles vont apporter. Et ce processus-là est articulé avec le processus de création. Donc les interactions sont organisées avec les créatifs pour leur dire voilà aujourd'hui comment votre palette évolue. Donc cette réalité matérielle est une réalité très présente, c'est une source de contraintes, mais c'est aussi une source d'opportunités. Et on a vraiment l'idée d'une négociation entre les désirs des créateurs et puis la matérialité. La réalité organisationnelle, donc je l'ai évoqué tout à l'heure sur l'exemple de Pixar, c'est que l'organisation elle-même peut être porteuse d'une capacité de création. La manière dont elle fonctionne, la manière dont elle est structurée, va être porteuse de cette capacité. Et la réalité de marché, j'ai évoqué aussi, parce que je vois que le temps passe, c'est l'exemple de Jean-Claude Ellena et qu'on retrouve dans tous les secteurs où finalement on admet le fait qu'on ne sait rien dès lors qu'on est sur de la projection dans le futur. Le futur n'existe pas et c'est à nous de l'écrire. Alors on observe aussi un certain nombre de dispositifs de gestion des connaissances, au sens le plus large, pas au sens strict que le concept a pu prendre pendant un certain nombre de temps, dans un certain nombre d'entreprises et d'organisations. Alors je vais vous donner 2 exemples. Le premier, c'est l'exemple de Pixar. On peut s'interroger sur pourquoi Pixar finalement arrive à avoir cette capacité à proposer des projets qui fonctionnent très très bien, qui marchent sur le plan public, qui marchent sur le plan critique. Et une des réponses, c'est vraiment dans cette interaction. C'est-à-dire que Pixar a une vraie compétence de R&D. La force de Pixar, c'est d'avoir en permanence cherché à élargir la palette d'expression de ses créateurs. Au début, l'animation 3D, on ne savait pas animer des membres. Donc les premiers dessins animés de Pixar, c'était une tête,
et 2 ronds pour les bras et 2 ronds pour les jambes. Et c'est tout. Et petit à petit, dans leur histoire, ça a été une histoire à la fois d'un certain nombre de projets de création, et ça a été une histoire d'accumulation de connaissances, de développement de compétences sur l'animation 3D et sur l'imagerie. Une des avancées très très importante qui a été faite à l'occasion du film Ratatouille, ça a été l'animation des poils, ce qui est d'une complexité énorme, en termes de calcul notamment. Et donc, ils ont développé, concomitamment au projet Ratatouille, des logiciels pour vraiment aller très très loin dans l'animation des poils. Et la force de Pixar repose beaucoup là-dessus, c'est-à-dire que c'est pas uniquement des gens qui ont des idées, mais c'est une interaction très très forte entre des gens qui ont des idées et puis des technologies, des techniques, des outils capables de mettre en œuvre ces idées, ou en tout cas d'essayer de libérer les contraintes en permanence. L'autre exemple intéressant en matière de gestion des connaissances, c'est l'exemple du Cirque du Soleil. Là encore un exemple emblématique. En fait, il y a un élément un peu intriguant quand on observe les organisations de la création, c'est qu'il y a plusieurs types d'organisations. Il y a les organisations qui fonctionnent sur un mode projet. C'est-à-dire, il n'y a pas d'organisation. L'organisation, c'est un producteur. Et quand il veut lancer un film, il va embaucher un scénariste, il va embaucher un réalisateur, il va embaucher des équipes. Et il va construire le projet de manière ponctuelle. À l'opposé, il y a les organisations de type Pixar. C'est-à-dire, on met tout le monde dans une même maison. Et puis c'est d'eux que viendra la création. Donc, les réalisateurs sont salariés, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et leur outil de travail est à disposition. Donc Pixar est à peu près autonome, ils ont besoin de personne. Et quand on regarde ces configurations un peu différentes, c'est assez intriguant. Et on se rend compte que ça répond à plusieurs types de problématiques. Une problématique de coût, évidemment, une problématique de créativité et d'ouverture, c'est-à-dire dès lors qu'on fonctionne en vase clos, le risque c'est de se scléroser et de ne pas perdre cette capacité d'ouverture. Et le modèle du Cirque du Soleil est assez original parce qu'il combine un petit peu les deux modèles. C'est-à-dire que le modèle du Cirque du Soleil, c'est je propose un certain nombre d'outils et je fais appel systématiquement à un créateur extérieur. Donc le Cirque du Soleil, c'est un metteur en scène qu'on va chercher et on lui dit voilà les artistes que vous avez à votre disposition, voilà les technologies qu'on peut vous proposer aussi, mais c'est pas tout. Comme ils n'ont pas la capacité à avoir vraiment l'ensemble des compétences sur place, la force du Cirque du Soleil, c'est aussi d'entretenir en permanence une base de données dans laquelle ils ont une vision à peu près globale de ce qui se passe dans le monde, dans les arts du spectacle. C'est-à-dire qu'ils savent que telle personne là-bas a telle compétence, telle capacité à développer tel type de numéro. Et donc, quand un metteur en scène arrive au Cirque du Soleil, on lui dit, voilà, vous avez nos équipements et vous pouvez créer avec ça, c'est votre boîte à outils, mais aussi, regardez, on a une base de données dans laquelle on peut aller chercher des outils supplémentaires pour vous permettre d'élargir votre palette d'expression. Et donc, et ça fait partie, vraiment, c'est un des éléments de la force du Cirque du Soleil en matière de création. Alors, le temps s'est écoulé, donc je vais terminer... simplement sur un mot, parce que j'ai utilisé mon temps de parole, pour dire que la connaissance de la création, finalement, elle est omniprésente. Mais avec un statut un petit peu particulier, et notamment autour de cette articulation entre la connaissance qui relève plus du subjectif, ce qu'on appellerait l'intuition, et des connaissances qui ont une dimension un peu plus générique ou un peu plus objective. Et j'espère vous avoir montré que vraiment observer la connaissance dans la création permet d'enrichir la compréhension qu'on peut avoir sur la connaissance et réciproquement permet d'enrichir la compréhension qu'on peut avoir des problématiques de création. Je termine juste parce que je voulais indiquer en introduction, pour vous donner ma vision de Renzo Piano, en fait ce qu'on constate, et ce qui a été la réponse apportée finalement, c'est que cette problématique de la transmission de Renzo Piano et d'autres entreprises de création ne peut trouver sa réponse qu'à condition de bien distinguer ce qui relève de l'individu, donc son style, et l'enjeu c'est de surtout ne pas chercher à maintenir, à préserver le style, et l'outil de travail qu'on a construit. Et évidemment, cet outil de travail qu'on a construit est aussi porteur d'un certain nombre d'éléments qui relèvent de l'individu en question. C'est-à-dire que quand Renzo Piano construit son histoire, il construit une œuvre d'un côté, mais il construit en même temps son outil de travail, qui est un atelier, qui développe un certain nombre de compétences, de connaissances, de savoir-faire. Certaines sont imprégnées de ce qu'est le style de Renzo Piano,
mais d'autres peuvent être mises au service du style d'un autre individu. Et tout l'enjeu, c'est d'accepter ça. Et ça a été aussi l'enjeu de la transmission chez Bernard Loiseau, accepter de dire, on va pas essayer de faire absolument du Bernard Loiseau. On va s'appuyer sur l'outil qui nous a légué, avec des compétences extrêmement fortes, notamment dans le travail des saveurs et des goûts, mais au service d'une autre expression. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Thomas.